Trump, un an après, c'est notre débat ce matin et nous sommes avec Isabelle Véramasson qui est directrice du laboratoire communication et politique à Dauphine, avec Antoinette Lorrain qui est vice-présidente des Républicains à Paris en France, avec Jean-Claude Beaujour qui est avocat et vice-président de France-Amérique, avec Harold Iman, journaliste politique étrangère de CNews, avec Clément Viktorovitch. Qu'a-t-il accompli? Premier point, vous disiez tout à l'heure, la politique étrangère est différente, la diplomatie est différente. En quoi est-elle différente? Harold Iman. En quoi est-il différent? Il a court-circuité complètement le département d'État. Il ne s'en sert pas. Alors ça, faut peut-être expliquer ce qu'est le département d'État pour ceux qui nous écoutent. C'est le ministère des Affaires étrangères, tout simplement. C'est son nom. Et il a un ministre assez... C'était pas le cas avant. C'est-à-dire qu'avant, c'était le département d'État qui faisait la politique étrangère. C'était déjà en train de se faire sous Obama. C'est une tendance lourde dans l'histoire américaine que Trump a accéléré x5. Comme les présidents en France font la politique étrangère. Non, là, il est en train de détruire l'institution elle-même. Il n'y a aucun ambassadeur, qu'il soit diplomate américain. Ils sont tous des contributeurs de campagne. Tous des bailleurs de fonds. Tous, jusqu'au dernier. Donc, vous parlez à des gens qui n'ont jamais écrit une note diplomatique de leur vie. Et ils sont, voilà, à Budapest, à Bucarest. Lui, là... C'est que tous les ambassadeurs ont été virés, ce que vous dites, tous les ambassadeurs ont été virés, remplacés par des gens... Non, c'était déjà le cas sous Obama. Mais alors là... Surtout, ce qui s'est passé, juste une phrase, c'est que il a fait comme si le département d'État n'existait plus. Première chose, qu'est-ce qui a changé encore dans la politique étrangère? Il est passé au bilatéralisme total. Ça veut dire, il dit, le partenariat transpacifique, je déchire. Alors, l'OTAN, il y a un partenariat qui a été fait entre les États-Unis et l'ensemble des pays de l'Asie de l'Est. Donc, c'est bloc contre bloc. Les États-Unis, c'est un pays et un bloc à lui-même. Donc, mais les autres, face à Singapour, vous ne pesez rien si vous êtes Singapour. Mais si c'est Singapour plus 6 ou 7 nations qui signent ensemble avec les États-Unis, là, vous avez quelque chose. Donc là, c'est un changement. Enfin, c'est un changement important par rapport à ce qui était fait avant. Il casse tout ce qui est multilatéral et autant qu'il peut. Et il sort de l'UNESCO. Enfin, il multiplie la guerre contre le multilatéral. D'accord. Ça, c'est nouveau. Pour quelle stratégie, pour quelles conséquences? Je pense qu'il a toujours détesté ça. Il aime le one-on-one. Et comme il est toujours plus grand que l'autre ou égal, c'est un avantage. Je suis d'accord avec vous, mais ces explications, c'est des explications psychologiques que vous donnez. Jean-Claude Beaujour. Il a toujours dit pendant sa campagne, c'est America First, donc l'intérêt des États-Unis. Donc il nous a dit, il a déclaré que l'accord sur le nucléaire iranien n'allait pas dans le sens de l'intérêt des États-Unis. Et pire, il dit, finalement, quand on regarde bien, comme c'est l'Iran qui est à la source, c'est ce qu'il déclare en tout cas, l'Iran est à l'origine du terrorisme, etc. Donc ça ne va pas dans le sens de notre politique et de nos intérêts. Il dit l'accord de Paris, il l'a dit, il dit moi je suis pas là pour défendre le citoyen parisien, je suis là pour défendre l'intérêt de l'américain. Et l'immigration, la politique d'immigration, il a dit il faut faire un mur parce qu'il y a trop d'immigrés, la question migratoire, le sujet migratoire doit être géré différemment. Bref, on voit bien, et c'est cohérent, il y a une certaine cohérence par rapport à ce qu'il avait dit. Il avait dit, je vais regarder les intérêts américains. Donc, qu'est-ce qu'il commence par dire? Il dit, je me retire. Alors après, juridiquement, il faut voir, parce qu'on a dit, on va pas reprendre l'accord sur le nucléaire iranien. D'ailleurs, un certain nombre, même de sénateurs républicains, lui ont dit, Monsieur le Président, vous devriez peut-être voir les choses différemment. Et donc, il dit, je commence par dire, non, je me retire. Et puis, en définitive, on s'aperçoit qu'il sera bien obligé de rediscuter, mais ça viendra plus tard. Donc, c'est au cas par cas, et en fonction, et après, donc on commence par casser, et puis par la suite, on voit comment retrouver une solution. Je crois que c'est la tactique, c'est en tout cas sa stratégie, on revient à la stratégie de négociation, c'est la stratégie de négociation à Trump. Clément Viktorovitch. On parlait tout à l'heure du traité de libre-échange transatlantique, donc qui effectivement lie les États-Unis, mais pas seulement les États-Unis, aussi le Canada, le Mexique, à un ensemble de pays d'Asie du Sud-Est, Singapour, le Vietnam. C'est un dossier qui est très intéressant parce que c'est l'une des toutes premières décisions qu'a prise Donald Trump, en sortir. Et c'était une promesse de campagne. Il ne de cesse de dénoncer un traité qui était désastreux, délétère. Bon. Ce traité, c'est l'un des symboles de la politique étrangère de Barack Obama.
En fait, quand Trump décide d'en sortir, il prend une décision politique. Il dit voilà, Obama, c'est terminé. Moi, je tape du poing sur la table. America first. Maintenant, on va faire les choses à ma manière. Le problème, c'est que cette décision, elle se comprend politiquement, mais commercialement, c'est désastreux. Parce que ce traité de libre-échange transpacifique avait été façonné par Barack Obama comme un contrepoint à l'influence de la Chine dans la région. Et en fait, la Chine a applaudi des quatre mains. Ils ont fait la fête au matin en découvrant que Trump en était sorti parce que pour eux, c'est une aubaine. Mais quel est l'intérêt de Trump alors dans cette affaire ? L'intérêt est un intérêt politique. Il peut fanfaronner en disant regardez, j'ai fait différemment d'Obama. Commercialement, c'est désastreux. Oui, mais c'est étonnant d'un homme d'affaires. Moi, oui, mais précisément, Pascal. Oui, mais là, il n'est plus homme d'affaires. Là, on n'est plus dans l'efficacité. Oui, mais généralement, il défend l'efficacité. Et c'est très intéressant, Pascal, parce que Obama dit Trump dit je suis un pragmatique, je suis un réaliste. Oui. Mais là, c'est une décision anti-pragmatique. Je suis d'accord avec vous. Alors, vous pouvez peut-être nous l'expliquer, madame. Et je rappelle que vous êtes vice-présidente des Républicains à Paris. Non, mais si vous me permettez. Bien sûr. En fait, un des problèmes que les gens ils avaient avec cet accord était la transparence. En fait, la transparence de cet accord, en fait, il avait un manque de transparence. Les gens ne savaient pas trop qu'est-ce qui était dedans et c'était gardé comme ultra sacré. Alors, ça a donné un manque de confiance du peuple derrière. Aussi, ils ont parlé des problèmes encore de délocalisation d'emplois des États-Unis. Déjà, l'Asie est assez fort. Il y a une contrebalance contre la Chine quand on combine tous les pays de l'Asie ensemble. Alors, si c'était le but, je pense que de contrebalancer la Chine, je pense que c'est déjà le cas. Bon, pour conclure sur ce premier chapitre, vous diriez, quoi qu'il arrive, que la politique étrangère de Trump est largement différente de celle d'Obama et des présidents des États-Unis. Là, il n'y a pas de... surtout illisible. Ah oui, mais on revient toujours à lisibilité. Comment dire, j'ai peur que ça, c'est ce qu'on passe notre temps à dire sur Trump, mais qui est peut-être quelque chose de lisible que certains ne veulent pas voir. Je crois aussi que Isabelle Véramasson. On avait eu aussi un peu le même problème avec Obama, c'est-à-dire que pour les Français, les États-Unis sont un pays, alors là je parle à la fois en communication et en politique, c'est un pays extraordinairement personnalisé derrière un président de la République très puissant, très fort, qui apparemment peut tout se permettre, le premier siège du monde. En réalité, on s'est aperçu avec Obama, et on le voit avec Trump, c'est qu'il est aussi à l'intérieur d'un système qui constamment le contredit, le limite et l'oblige à prendre des positions qui n'étaient pas forcément celles qu'il voulait avoir. C'est la démocratie. Donc il faut, et c'est là que c'est une question d'image, il faut constamment se rappeler que nous ne sommes pas aux États-Unis comme en France, dans une dictature où un homme tout seul, fou ou pas fou, peut se permettre de faire ce qu'il veut. Donc c'est pour ça que c'est illisible. C'est-à-dire qu'il y a d'une certaine manière une volonté d'un homme très puissant et en même temps la réalité de ce qu'il peut faire dans un système qui le limite constamment. Moi lorsqu'on parle de manque de lisibilité, c'est surtout lié au fait que quand il dit non mais attendez, je tape du poing sur la table parce que je dénonce tel accord mais sans proposer quoi que ce soit derrière. C'est ça la difficulté. On conclut simplement sur ce thème. Simplement pour rebondir très brièvement, dire que effectivement, ce qu'on voit bien, c'est que Trump, c'est pas un homme si puissant que ça à l'intérieur de son pays. Et il a échoué, par exemple, à supprimer l'Obamacare. Oui, on va en parler après. À l'extérieur, en termes de politique étrangère, le président des États-Unis est extrêmement puissant. Je ne sais pas s'il est illisible. Il est imprévisible. Et ça, c'est vrai. L'exemple typique, c'est l'attaque à 52 missiles en réponse à Khan Sheikhoun en Syrie. Personne n'aurait pu le prévoir. Et c'est une décision qu'il prend en un instant. Est-ce que c'est illisible, irrationnel, ou est-ce que c'est imprévisible? Et l'imprévisibilité, c'est une qualité en politique étrangère. Il faut attendre 4 ans pour le savoir. Monsieur le professeur, vous donnez des notes, généralement, à vos élèves. Tout à fait. Je vous demande de noter la politique étrangère de Trump sur 10. Je vous répondrai dans 4 ans. Au moment de l'examen. Bon, c'est la vraie épreuve. Bon, je vous demande pas une note parce qu'elle est forcément très bonne, la note. Bon, Isabelle Véramasson, la note de Trump en politique étrangère. Vous lui donnez combien sur 10? Je ne donne pas de note. Vous savez que les mais si, c'est intéressant pour les gens de savoir est-ce que c'est... Voilà. Vous mettez la politique climatique dans la politique étrangère. Voilà, c'est ça. Ou pas? Et en plus, il n'y a pas... Est-ce que la politique climatique, oui, ça fait partie de la politique étrangère? Dans ce cas-là, je lui donne 0 sur 20. Voilà, le problème, c'est 0 que... sur 20. Pour l'instant, il n'a pas la moyenne avec moi. D'accord. OK. Harold. 14. Ah bah, c'est intéressant. Sur 10, il donne 14. Il est encore plus fort. C'est là, bon. Non, mais c'est intéressant parce que... Pardon. Non, mais je rappelle ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous détestez Trump. Personnellement, oui. Voilà, vous êtes comme beaucoup d'Américains. C'est comme une espèce d'animal que je ne peux pas voir. Et puis, encore une fois... Vous êtes
New-Yorkais, Tout à fait. père américain, mère Oui. française. Oui. Vous êtes à la double nationalité depuis toujours. Et forcément, votre avis est intéressant. Et on donne des notes aussi sur un thème, un sujet. Oui. Même un professeur, il donne un sujet. Oui, Donc, mais bon. voilà. Si on nous donne c'est pas le Collège de France ici ce matin. Je sais que certains qui nous sur expliquent. l'accord est plutôt neuf. Voilà, il faudrait donner des notes en une fonction phrase, des sujets. la politique étrangère, moi je pense qu'il faut attendre encore un peu. Par contre, si on parle de politique climatique, Voilà. et je ne sais pas si on va en parler, mais la politique Les climatique femmes. de Trump, elle est désastreuse. Alors, je voulais parler de l'emploi, mais parlons de la politique climatique de Trump, puisque vous avez la parole. Pourquoi elle est désastreuse? Alors, il sort de l'accord de Paris, qui pourtant était un accord déjà pas si contraignant que ça, mais il a décidé de sortir de l'accord de Paris sur le climat, alors qu'on sait très bien qu'il faut absolument contenir le réchauffement climatique dans une limite de 2 degrés. C'est le 11 sait très bien qui est très difficile, parce qu'il y a aussi des climato-sceptiques. Ah non, le alors, 11 sait très bien. Alors ça, vous pouvez pourquoi Mais dites pas, il y en a Non, mais plus. si, parce que Dès qu'on vous veut savez- monter un débat avec des climato-sceptiques, on se fait insulter. Ils n'ont pas le droit de Pascal, est-ce que vous s'exprimer. savez pourquoi est-ce qu'on n'a plus le droit de le dire? Parce que non seulement il y a un consensus scientifique autour du GIEC, le comité d'experts internationaux, mais même le gouvernement des États-Unis, une agence du gouvernement des États-Unis sous la houlette de Trump a sorti il y a quelques semaines un rapport disant qu'on ne peut pas nier la responsabilité humaine dans le réchauffement climatique. Donc le climato-scepticisme, ça n'existe Vous plus. doutez bien que c'est pas moi qui vais vous dire ce que je pense de ça, j'en sais rien. Non, mais moi, je suis comme je vous. vous cite des rapports. On peut trouver des individus qui choisissent de ne pas croire au réchauffement climatique, comme on peut trouver des individus qui ne croient pas aux baleines parce qu'ils en ont jamais vu. Vous avez parfaitement raison sur cet exemple, en tout cas. Donc c'est une catastrophe, Une catastrophe. le climat. Bon, est-ce que vous êtes d'accord, Jean-Claude Beaujour? oui, Une oui. catastrophe. Bon, on va donner la parole à la défense. Alors, pourquoi, à votre avis, sort-il? L'incentive financière est déjà là pour les entreprises qui souhaitent développer des voitures, des électricités renouvelables. Créer une autre bureaucratie où on va donner encore beaucoup d'argent pour des résultats qui sont très négligeables. Négligeable, oui. Négligeable. C'est ça l'inquiétude de Trump et de ses peuples derrière. En même temps, on ne peut pas parler du climat sans parler de population et croissance population mondialement. Alors, tant qu'on devient plus et plus nombreux, c'est naturel qu'on va consommer plus de ressources énergiques. Mais c'est précisément parce qu'on devient de plus en plus nombreux qu'il est nécessaire d'agir le plus vite et le plus vigoureusement possible. Oui. Donc merci Oui, d'aller mais- dans le sens d'une Moi, je trouve que vous défendez pas très bien, si vous me permettez, vous êtes vice-présidente mais- des Républicaines, mais vous défendez pas très bien Trump et sa sortie du climat. Une autre On comprend pas. bureaucratie pour payer encore des impôts sur des choses Non, qui mais- sont disputées dans le... Bon, vous dites que c'est pas mais disputé, c'est- mais Attendez. ça dépend Non, des ça l'est pas. scientifiques. Il y a certains scientifiques de NASA elle-même qui les disputent. Donc Et vous remettez-vous en cause. Est-ce que Non, Trump remet non, en je pense cause qu'il y le a réchauffement climatique dû à l'homme? Parce Non, qu'il y a un mais réchauffement climatique. C'est-à-dire que l'accord, le COP 21, c'était pas suffisamment. Ça a voulu le changement que ça a proposé était très négligeable. C'était pas une grande différence et ça va Donc ça coûter n'est pas très assez cher. loin. C'est pour ça qu'il est. C'est pour ça que mais- Trump est mais- sorti, c'est que ça n'est pas assez loin. Au contraire de ce que fait Non, Trump. mais pourquoi il faut déjà qu'on a incentive financière est déjà là dans le secteur privé? Pourquoi il faut encore générer une autre bureaucratie où on va encore payer les impôts pour de l'argent on n'est pas sûr qui sera efficacement utilisé? Alors il y a plusieurs arguments dans ce que vous donnez, forcément. Il y a à la fois sur le fond et puis sur la forme. Là, c'est plus sur la forme de dire Oui, c'est la faut bureaucratie pas- en plus et on va payer des impôts. On ne sait pas si cet argent-là ira vraiment pour combattre le réchauffement du climat. C'est ce que vous Oui, dites. et déjà, le résultat prévu dans le COP 21, c'était pas très important. Bon, Non, mais vous ça, partagez. ça, c'est incroyable. Non, ça. Vous dites c'est incroyable, mais Mais non, mais c'est c'est- incroyable parce que si on dit que le résultat prévu dans la COP21 n'était pas assez important, il faut faire le contraire de ce que fait Non, Trump. mais Il faut Non, mais renégocier de ça manière va plus dure. venir Mais dans le privé. ça- Cette Qu'est-ce qui va technologie venir dans le privé? Je La comprends pas. technologie va venir dans le privé parce qu'il y a beaucoup d'incentives financiers qui soutiennent ce développement. Non, mais il ne faut pas oublier que les États-Unis ont beaucoup négocié. Jean-Claude Beaujour. Beaucoup négocié Et cet vous êtes accord avocat et pour- vice-président de France-Amérique. Les États-Unis ont beaucoup négocié cet accord et je ne pense pas que l'administration Obama a signé un accord qui allait contre les intérêts propres des entreprises américaines. Et il y a eu beaucoup de concessions qui ont été faites. Vous avez vu que les Chinois ont fini par se rallier à cet accord. Les Indiens ont fini par se rallier à cet accord.
d'accord. Donc dire aujourd'hui qu'on a mis en place un système qui serait simplement une machine administrative, c'est ne pas prendre en considération le fait qu'effectivement, il y a de l'autre côté de la table des négociations des Chinois, des Indiens dont on avait absolument besoin pour pouvoir avancer sur ce sujet. Bon. Le fait que les États-Unis se retirent, c'est un risque pour qu'effectivement qu'on recule sur cette question. Il va continuer à développer ces technologies sans le COP21. Qu'a fait Trump en un an? On a parlé de la politique étrangère. Vous lui avez donné une note plutôt intéressante, Harold Iman. Je ne vous demande pas la note sur le climat, j'ai compris. On va parler de l'emploi. L'emploi, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est quand même fondamental l'emploi. Taux de chômage a baissé de 4%, le plus bas taux en 17 ans, vous l'avez dit. Trump se vante de la création de 1,5 million d'emplois depuis son arrivée. Il avait dit « Je serai le plus grand créateur d'emplois que Dieu n'a jamais créé ». Toujours dans la simplicité, même vous, ça vous fait sourire. Je ramènerai des emplois de Chine, du Mexique, du Japon. Est-ce que sur le chômage, il a réussi, Harold Iman? Je ne suis pas assez économiste, mais je dirais que pour l'instant, il est en train de récolter des choses faciles, des fruits faciles. Donc, en faisant rapatrier X entreprises aux États-Unis, il peut dire, voyez, là, j'ai... Quelle entreprise, par exemple, est revenue aux États-Unis? J'ai oublié le cas célèbre du fabricant de Carrier, oui, d'air conditionné. Qui était délocalisé, donc il le fait revenir, donc il y a plus d'emplois. Ça, on peut comprendre. Qui a annulé. Donc il y a eu quelques annulations de délocalisation, mais d'autres délocalisations ont quand même eu lieu. Donc, c'est mitigé. C'est une méthode un peu expéditive pour inverser 35 ans de mondialisation concertée à tous les étages. Et il ne peut pas y arriver en un coup de baguette magique. Et lui-même n'était pas étranger au phénomène de délocalisation. Et pendant la campagne, chaque fois qu'on lui disait « Vous avez fait importer de Chine ceci ou cela », il dit « Oui, parce que c'est vous qui m'avez laissé faire ». Donc c'était très pauvre comme argumentation, j'ai trouvé. Vous ne l'aimez pas beaucoup, manifestement, même quand vous le limitez. Jean-Claude Beaujeu. Dans un cas, il y a eu une volonté de créer des taxes sur des avions canadiens. Moralité d'histoire, c'est que Bombardier a finalement fait un accord avec Airbus. Donc on a vu que ça a eu un effet contraire. En réalité, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a aussi des avantages fiscaux qui sont accordés aux entreprises pour qu'elles restent aux États-Unis. C'est cela en réalité. Ce sont les avantages. C'est une politique d'incitation fiscale. C'est pas simplement le fait. Je suis d'accord, mais si ça crée des emplois, c'est une bonne chose ou pas? Après, il faudra voir sur le plan budgétaire américain ce que ça donnera. Est-ce que c'est pas... C'est des emplois aidés, c'est ce que vous voulez dire? Ce que fait Trump, c'est la solution des emplois aidés? C'est en tout cas sa politique. Donc ça coûte de l'argent à l'État? Ce sont de très gros avantages fiscaux et on ne peut pas ne pas se demander de l'autre côté. On crie sur l'Obamacare en disant que ça coûte trop, mais dans le même temps, on va générer des avantages fiscaux sur ce terrain-là. Un mot sur l'emploi américain. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement? Le plus bas dans 17 ans, je pense que c'est très positif. J'entends de mes compatriotes des États-Unis que c'est maintenant le bon moment de trouver le bon travail. En plus, ils attendent avec impatience la réforme des impôts. Alors, pour la classe moyenne, ça peut être très intéressant. Bon, autre chose qui peut être intéressant, qu'est-ce qu'il a fait sur l'Obamacare quand même? L'Obamacare, Donald Trump avait promis de remplacer la réforme de santé d'Obama pour que ça aille mieux. C'était une usine à gaz, disait-il, et que ça fonctionnait mal. Alors, est-ce qu'il est revenu sur l'Obamacare? Avant de vous répondre sur l'Obamacare, sur l'emploi et sur l'économie d'une manière générale, une information, parce que Trump, effectivement, a boosté l'économie, mais avec certaines mesures qu'il faut rappeler. Par exemple, il a relancé la production de charbon aux États-Unis, qui avait diminué de 30% en 10 ans et qui a augmenté de 10% en un an sous Trump. Donc, effectivement, il relance l'économie, mais il a relancé une partie de cette relance, c'est faite au détriment de la lutte contre le réchauffement climatique. Et de la santé du coup de la santé des citoyens. Donc, moi, ce que je voulais juste dire, c'est que on a commencé par les questions de politique étrangère, ce qui est normal puisque nous sommes concernés par ça. Alors qu'en réalité, aux États-Unis, la question fondamentale, c'est justement les questions intérieures, c'est-à-dire l'emploi. C'est un peu comme chez nous. Et puis, effectivement, les problèmes liés à la santé et à l'éducation. Donc, c'est là-dessus qu'il va agir, même si, et c'est là le débat qui est très difficile pour nous d'avoir, les choses sont liées, c'est-à-dire les démarches internationales, l'attitude de la globalisation, l'ouverture vers l'extérieur, jouent un rôle, évidemment, sur la politique intérieure. Donc, les deux sont liés, mais c'est sur les questions intérieures qu'il sera jugé. Bon, évidemment, on essaye de faire un bilan. L'Obamacare. L'Obamacare, il n'a pas réussi à le stopper parce que c'était très populaire dans des États où les républicains avaient peur de se faire évincer. Donc, ils n'y ont pas touché. En gros, ils ont essayé de l'escamoter un peu, de le remaquiller. Et donc, voilà, ça finit où ça Donc là, il est pragmatique, en l'espèce.
il a reconnu qu'il a été stoppé par un caillou sur la route. Ça, c'est du pragmatisme. Je veux bien. C'est parce qu'effectivement, il y a une résistance républicaine. Donc, il n'a pas pu aller au-delà. Bon, autre sujet qui est intéressant, c'est l'immigration. Est-ce que l'immigration, voilà, est-ce que vous diriez que la politique d'immigration des États-Unis a changé? Le président a signé plusieurs décrets pour interdire temporairement l'entrée du territoire de ressortissants, de réfugiés d'une demi-douzaine notamment de pays musulmans. Le but évidemment, c'est d'empêcher l'arrivée de terroristes potentiels. Est-ce que ça a été modifié? C'est aussi un problème de sécurité intérieure. Harold Iman. Là, on est dans le symbole parce que sous Obama déjà c'était assez dur. Donc la désignation des pays cibles, c'était un artifice rhétorique, vous me direz si j'ai raison, pour dire à la population, attention, c'est dangereux musulmans, je vais les filtrer. Donc s'il avait fait tout le monde musulman, il aurait fait 30 et quelques pays. Il n'a fait que 6 ou 7. Et ils étaient assez bizarrement choisis. Ça venait d'une vieille liste d'Obama. Bon, c'était du micmac symbolique. Donc ça, pour moi, c'est presque inintéressant. Là où il est beaucoup plus intéressant, c'est qu'il est en train de changer la nature même de la façon de recruter des immigrés. Et il dit, on en a trop. Point. On en a trop. Donc on va diminuer le regroupement familial et on va viser un chiffre de 50 000 par an. Donc divisé par 3 ou 4. Est-ce que vous validez, Jean-Claude Beaujour, ce changement de politique d'immigration? Oui, il a été efficace? Oui, parce que quand vous vivez aux États-Unis, vous vous rendez compte que c'est une vraie préoccupation pour certains. Si vous allez par exemple au Texas, les gens vous disent, effectivement, c'est pas le fait d'avoir des Mexicains, mais c'est tout ce que cela peut comporter, peu importe. Et donc ça s'entend. Il a une politique migratoire qui est très d'immigration qui est très forte. Ça étant dit, il y a une résistance juridique qu'il ne faut pas négliger, puisque les tribunaux sont saisis. Cet été, moi, j'ai discuté beaucoup avec des juges californiens. Le premier réflexe était de dire, mais pourquoi est-ce qu'on va effrayer des gens qui, certes, peuvent être en situation illégale, mais qui ne sont pas une menace pour la population? Et donc, pourquoi devrions-nous dépenser l'argent public pour pouvoir effrayer, indisposer, enfin, gérer un certain nombre de choses? C'est là où il y a une vraie fracture. Sa politique a consisté finalement à cliver la société américaine de ce point de vue. C'est la question qu'on posait ce matin. Donald Trump est-il un bon président? Alors moi, ce qui me frappe en vous écoutant ce matin, c'est que je ne le trouve pas très critique finalement. Après un an de Trump, alors évidemment, il y a toute la mousse, si j'ose dire, sur lesquelles il est attaqué, son attitude, une forme de, entre guillemets, vulgarité qui est montrée, une manière de communiquer, offensive, démonstrative, tout ce que vous voulez. Mais sur le fond, c'est-à-dire, on a vu l'emploi, on parlait de l'immigration, on a parlé de l'Obamacare, on a parlé de... C'est sur le climat, finalement, que vous êtes le plus sceptique ou le plus critique. C'est ça qui me frappe dans nos discussions ce matin. Non, mais parce que vous oubliez qu'il y a des contre-pouvoirs. C'est-à-dire que le président des États-Unis, il ne peut pas tout faire. Une fois qu'il a été élu sur un programme, vous avez une politique, vous avez une majorité républicaine. Si sa majorité ne le suit pas, prenez l'Obamacare, ben oui, sa majorité républicaine ne le suit pas toujours, en tout cas. Est-ce que les Américains sont derrière lui, selon vous? Est-ce que sa cote de popularité, au-delà des chiffres qu'on peut lire ici ou là? Et je pense que la majorité des Américains sont derrière lui, mais c'est le média qui a donné pas mal de présentations négatives. Alors, c'est difficile de mesurer, mais c'est sûr que le pays est assez divisé. Et on va voir peut-être le sondage qu'on pose depuis ce matin. C'est vrai qu'il est divisé, mais toutes les sociétés aujourd'hui sont divisées. Oui, même en France. Je trouve que les sociétés sont un petit peu à cran ces derniers temps, forcément, avec des antagonismes très forts. La question qu'on a posée, Trump est-il un bon président? 75% non. C'est une question qui est posée. Vous auriez répondu. Aux Français. Ah oui, on la pose aux Français. Bah, on est, c'est vrai, écouté à New York, mais pas encore fortement. Vous auriez répondu non sans doute, ou vous n'auriez pas répondu? Vous auriez dit on attend un peu? Ah non, pour le coup, à cette question globale, j'aurais créé 5 comptes et j'aurais répondu non sur les 5 comptes pour la question du climat. Parce que Pascal, vous dites, à part le climat, on est plutôt positif. On est plutôt positif. Je dis que vous n'êtes pas. Vous voyez, j'ai pas dit ça. J'ai dit vous n'êtes pas très critique. On est un peu différent. Vous avez raison. C'est vrai qu'à part le climat, on n'est pas très critique, mais parce que Trump a été beaucoup empêché. Et puis, à part le climat, c'est une grosse exception quand même, le climat. Bon, on va parler dans quelques minutes des papes. Et ça, c'est pourquoi vous souriez?
C'est intéressant. C'est très intéressant. Et les photos secrètes du Vatican, c'est un album avec les photos de Paris Match. Franchement, c'est exceptionnel. Ce sont des photos. On va recevoir Caroline Pigozzi, qui a suivi de nombreux papes depuis tant d'années, qu'elle couvre l'actualité, que c'est une vaticaniste, comme on dit, depuis Paul VI. Et ces photos sont extraordinaires parce que c'est mystérieux, le Vatican. Évidemment, c'est mystérieux, c'est prestigieux, c'est solennel. Et de voir le pape dans l'intimité avec ses photos extraordinaires, elle les commentera, Caroline Pigozzi. Et puis on sera également avec Odon Vallet, parce que de la même manière qu'on essaye de juger Trump, on va juger le pape François. Qu'a-t-il accompli? C'est un peu la même question que pour Trump. Est-ce que c'est un pape réformateur, comme on le dit? C'est le premier pape jésuite depuis très longtemps. On en parle dans une seconde. À tout de suite.